On va donc reprendre, avant de marquer la vraie pause du déjeuner, par une table ronde. J'ai la chance d'être très bien entourée. Je vais donc vous présenter brièvement les invités. Donc, on va commencer par Monsieur Vincent Aveline. Vous êtes donc directeur de votre propre société d'Evolis, dite les couturiers de l'informatique. Peut-être que vous nous éclairerez sur ça. Que vous souhaitez contributive au niveau environnemental en 2022. Vous avez aussi une vraie préoccupation en ce qui concerne l'impact CO2. Il faut que je regarde ici, je viens de m'en souvenir. Il ne faut pas trop que je vous regarde et que je regarde là aussi. Bref. Et donc, vous avez mis en œuvre pour ce faire plusieurs choses en interne. Vous allez pouvoir justement nous en parler sur cette réalité. J'accueille aussi Monsieur Denis Pansu. Alors, vous êtes directeur de programme Innovation ouverte. Vous avez travaillé au contact de nombreux entrepreneurs et vous venez présenter les impacts principaux d'un numérique responsable. C'est d'ailleurs le titre de la table ronde. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Marie Attino, qui est vice-présidente de la métropole, en charge des transitions et des innovations écologiques. Alors, la table ronde va porter sur le numérique responsable, avec peut-être cette question, fil conducteur entre nous tous aujourd'hui. Quel numérique voulons-nous en conscience des enjeux climatiques d'hier, d'aujourd'hui, de demain? Donc ça peut être vraiment la question fil rouge. On va commencer peut-être par vous, Denis, pour nous parler des impacts concrets, afin qu'on ait un cadre avant de pouvoir converser et débattre. Merci. Bonjour à tous. Alors, j'ai appris quelque chose d'intéressant ce matin, c'est quand on parle d'éthique, moi je vois la recherche de cohérence, l'équilibre, et comme Yves Nicolas a mis les pieds dans le plat, j'ai finalement pris conscience qu'en tant que Normand, finalement, on a peut-être des atouts supplémentaires pour ne pas tomber dans le binaire bête et méchant, mais au contraire savoir peser le pour et le contre. Et ça vient d'un Lyonnais qui ont la réputation d'être à cheval sur les principes, donc je suis là pour apprendre. Je suis lyonnaise également, donc ça fait deux. Ok. Alors moi, je vais vous parler du côté de la, finalement, en tant qu'observateur de l'innovation, du numérique. Je suis tombé tout petit dedans, un peu comme Tristan, mais plutôt du côté des usages que du coding. Et à la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, dans laquelle j'ai la chance de travailler depuis maintenant 20 ans, on essaye d'appréhender les potentiels, mais aussi les limites du numérique. Et donc, les questions, en effet, de responsabilité et d'éthique nous tiennent particulièrement à cœur. Alors, on a pas mal, en effet, traité ce matin des enjeux environnementaux. Et je voulais finalement, en complémentarité de ce qui a été exposé, pointer aussi d'autres impacts, même si je reviendrai sur un certain nombre de leviers d'action qui nous intéressent sur un plan environnemental, justement. Le premier impact complémentaire pour moi, c'est un impact économique, c'est-à-dire que dans la responsabilité que l'on a aujourd'hui à travailler des solutions, des services numériques, ce que je constate, c'est qu'on a un foisonnement de solutions, souvent des capacités de calcul effectivement démesurées, voire disproportionnées par rapport à l'usage. Tristan l'a bien mentionné tout à l'heure quand il parlait de la figure de l'utilisateur du numérique, avec donc en effet des matériels à renouveler très rapidement et des logiciels finalement qui sont sous-utilisés. Donc ça, pour moi, je l'envisage sous un angle de responsabilité économique, parce que derrière, ça implique des investissements très lourds. Et si on met en rapport ces investissements par rapport aux usages, je trouve que là, il y a une balance qui est intéressante à retravailler sur un plan de responsabilité, qui peut ensuite avoir en effet des effets bénéfiques sur un plan environnemental. Il y a aussi des impacts sociaux qui sont évidemment très importants. Alors, on parle des fractures, de l'électronisme,
Donc c'est finalement l'incapacité à utiliser les bons outils, les bons logiciels au bon moment. Le défaut d'équipement, ça on l'a vu évidemment avec la crise Covid et le confinement et les familles qui étaient en difficulté par rapport à ça. Et donc ces impacts sociaux, ils nous posent question parce qu'ils peuvent être, dans ce cas-là, le numérique peut être un vecteur de fragmentation de la société. Et comme vous le savez, on est dans une période compliquée à ce sujet-là. Un autre impact qui finalement qu'on va souvent mettre dans les coûts cachés, ce que j'appellerais un impact en termes de compétences, dans l'appropriation des usages du numérique. Alors on est un pays qui a engagé depuis de longues dates des initiatives en matière de ce qu'on appelle la médiation numérique, pour que l'ensemble de la société, finalement, et des individus dans la société soient outillés et en capacité, ce qu'on appelle la littératie numérique. Mais on a encore des chantiers importants. Et pour moi qui travaille dans le numérique depuis l'ère pré-Internet, eh bien, on baigne dedans depuis tout petit. On a l'impression que tout le monde y est, alors que vu sous l'angle de la population, eh bien, le numérique, c'est le début de l'histoire aujourd'hui. Si on analyse, par exemple, l'historique d'équipement des personnes, le fait qu'on ait aujourd'hui 80-90% de la population qui soit équipée d'un smartphone, ça, c'est une histoire qui date d'à peine 5 ans. Et cette réalité-là aussi, il faut la prendre en compte. C'est notre responsabilité en tant qu'acteur du numérique de veiller à ce que les écarts ne soient pas trop grands, parce que ça a des impacts dans les organisations. Et pour moi, qui ai pas mal travaillé sur le numérique collaboratif et le travail en réseau, les coûts cachés, ils peuvent être de façon très prosaïque dans la méthode de travail de l'individu par rapport à ses outils bureautiques. On a certaines personnes qui vont être extrêmement performantes, productives, qui vont optimiser leur usage du numérique, et puis d'autres, pas du tout. Et en fait, quand on intègre une organisation, on ne vous pose jamais la question de quelle est votre façon de travailler avec le numérique. Ce qui fait que vous avez des écarts de productivité qui sont très importants. Et ça implique, pour moi, en effet, un rôle de l'organisation à mieux penser finalement la coopération entre les individus, qui ensuite peut avoir beaucoup plus d'efficience dans les projets menés. L'autre aspect qui me semble important aussi en termes de responsabilité, c'est les enjeux de surcharge cognitive. C'est-à-dire que le numérique produit aussi des effets pervers. Et si aujourd'hui la notion de burn-out est devenue familière dans nos sociétés, le numérique n'est peut-être pas pour rien. Et donc tout ça, ça amène pour moi à réinventer finalement ou à reconcevoir, repenser des modalités de communication. Rappelez-vous, le début de l'email nous a été finalement vendu et accepté. Moi, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant, c'est-à-dire d'avoir une modalité de communication asynchrone par rapport à des communications qui étaient la plupart du temps synchrones, c'est-à-dire recevoir un message, avoir le temps de le lire et d'y répondre à mon rythme. Et en fait, on a vu finalement une dérive de l'usage de l'email. Qui devient pour certains une messagerie instantanée. Et le parallèle que je fais souvent pour ceux qui ont vécu l'ère pré-Internet, c'est que quand on était à l'école, finalement, on avait très peu de moyens de communication quand on les additionne, alors que maintenant, on est devant une multitude de canaux. Et aujourd'hui, ce serait très intéressant de faire le sondage dans la salle, c'est que quand il y a un message urgent, chacun d'entre vous, quel canal vous utilisez?
et on constatera qu'ils sont extrêmement variés et pas logiques. Donc là, il y a pour moi des enjeux qui sont extrêmement importants en termes de compétences. D'ailleurs, juste pour le clin d'œil, je suis plus mots que chiffres, mais je lisais que on met 60 secondes pour se remettre d'un mail ou d'un message. Quand on lit un mail, donc, qui est censé nous faire gagner du temps, il nous faut 60 secondes, soit au moins 1 minute pour se remettre. Je vous laisse donc imaginer, à la hauteur de ce que vous recevez par jour, l'attention que l'on consacre avec les mails. Donc c'était soi-disant gagner du temps, ça nous interroge sur l'usage. Donc là, voilà, la notion de charte d'usage, charte de communication, pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant à relire. Et là-dessus, je ferai un parallèle avec les corporations d'artisans qui ont pu construire les cathédrales et qui probablement ont su les construire parce qu'ils avaient des protocoles extrêmement précis. Alors, évidemment que dans le champ du numérique, on a des protocoles. Mais ce que j'invite à voir, c'est que dans une communauté humaine, que ce soit une organisation ou un territoire, eh bien, il y a une très grande hétérogénéité des acteurs. Et quand vous êtes dans la communauté des développeurs informatiques, eh bien, là, c'est simple, parce qu'on a la même culture, on a le même langage et les mêmes protocoles. Mais quand on doit dialoguer avec des acteurs associatifs, avec des artisans, avec des commerçants, avec des agents, eh bien là, c'est une autre paire de manches. Et là, je pense qu'on n'a pas encore tous les codes pour pouvoir fonctionner de façon performante. Et puis, je terminerai aussi par des enjeux, des impacts politiques, parce que on a aujourd'hui des systèmes d'information extrêmement performants, une capture d'informations qui est exponentielle et une inflation des contrôles dont les usages aujourd'hui prêtent à controverse, confèrent le pass sanitaire. Mais même si moi je suis plutôt, enfin j'ai mon pass et j'ai suivi finalement les protocoles qui m'étaient proposés, il y a d'autres domaines qui posent question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les fichiers de police, dans un contexte terroriste, je ne comprends pas, par exemple, pourquoi ces fichiers comportent de nombreuses erreurs, que leur mise à jour, c'est-à-dire qu'on va apporter plus d'efforts à créer de nouveaux fichiers qu'à veiller à la pertinence des fichiers existants. Et donc ça, c'est la source d'erreurs, d'injustice potentielle qui pose question. Donc là aussi, il y a une responsabilité dans la tenue, finalement, des bases d'information qui aujourd'hui se croissent extrêmement fortement. Je voulais revenir sur l'obsolescence que Tristan a mentionné et reprendre ce que l'INR, dont on est un partenaire depuis les débuts, a mentionné, et 4 formes d'obsolescence. C'est intéressant à décortiquer justement sur les enjeux environnementaux. L'obsolescence directe, qui est une application ou un operating system énergivore qui va entraîner un changement de matériel. L'obsolescence indirecte, c'est-à-dire que c'est la fin d'un support technique d'un logiciel ou des composants à durée de vie programmée. L'obsolescence par incompatibilité, c'est donc la nouvelle version du logiciel qui utilise un nouveau format. Et puis l'obsolescence perçue, c'est donc, vu des utilisateurs, le fait d'utiliser un produit plus design, à la mode, logiciel hype, tout, voilà. Bon, moi, je viens de changer Enfin non, j'ai changé il y a 1 an et demi de Mac, de MacBook Air. Bon, voilà, le M1 vient de sortir. Parfois, c'est très tentant. Et donc, c'est différent. Se calme. Voilà, parce que obsolescence, c'est aussi obsolète sens. Vous l'avez ? Il y a quand même des réflexions à avoir sur l'obsolescence. Voilà. Et alors moi, ce que j'ai, d'ailleurs, sur une méthodologie à laquelle je me suis formé, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de difficultés à mettre les choses dans la case obsolète. Ouais, voilà. Alors, en termes de réponse, il y a je trouve que les potentialités du numérique, elles sont intéressantes aujourd'hui en termes de responsabilité face aux crises, notamment. Alors, on a travaillé avec la métropole ces 12 derniers mois dans le cadre de l'expédition numérique tout risque, dans le contexte des crises que vous connaissez bien, sanitaires, industrielles, informatiques, puisque en dialoguant avec un directeur du CHU de Rouen, ils ont vécu une cyberattaque pendant
la crise Covid. Et ça, c'est aujourd'hui le multicrise, c'est la crise et le multicrise, c'est une réalité sur laquelle il faut s'entraîner. On a une culture de la prévention, mais pas suffisamment de la préparation. Et donc ça, ce qui est intéressant en termes de responsabilité face au numérique, c'est de comprendre en quoi le numérique est un facilitant, mais également un fragilisant. Et ça, on s'y attache à la FING, de ne pas être simplement, on ne se veut pas des promoteurs du numérique, mais vous voyez, aujourd'hui, en numérisant tous les réseaux de communication, on est monocanal, et on a pu voir dans les catastrophes de la Vésubie et de la vallée de la Roya, les Alpes-Maritimes, que là, il n'y avait plus aucun réseau qui fonctionnait. Et donc là, ça génère des coûts considérables, ne serait-ce que pour rechercher des victimes potentielles. Donc là-dessus, ça appelle aussi à une culture low-tech, et ça fait partie d'ailleurs d'un des 8 pistes d'innovation qu'on a formulées en conclusion de l'expédition numérique tout risque. C'est comment, dans un univers extrêmement technologique comme le numérique, on sait aussi construire une culture low-tech. On a des atouts en France, notamment des réseaux de Fab Lab, qui sont dans cette culture low-tech. Je pense que c'est important, et c'est vraiment de notre responsabilité, d'envisager aussi le numérique dans ses usages les plus basiques, dans des situations extrêmes. Je rappelle qu'on a encore des réseaux de cibistes. Alors ça peut paraître totalement vintage, mais alors, ça c'est une réalité, c'est les ondes courtes, ça c'est quand plus rien ne marche, et ça marche, ça continue à marcher. Je discutais récemment avec un DSI de territoire qui est un cibiste accompli et qui m'expliquait justement l'importance de l'articulation entre ces différents modèles. Et le low-tech, c'est aussi pouvoir déporter sur un terrain totalement déconnecté des solutions. On a eu l'occasion de dialoguer avec un directeur de SAMU dans l'Allier qui a développé un applicatif qui permet de reconstituer du réseau micro-local entre tous les services de secours. Et d'ailleurs, j'ai appris à ce propos que quand on a un accident de plus de 10 victimes, les services de secours mettent 1 heure à se coordonner parce qu'il faut appeler 25 personnes et que souvent c'est au téléphone. Et donc là, il est clair que le numérique apporte une réponse. Et puis, je pense qu'aussi, on a... je suis la gardienne du temps, donc oui, je vous laisse... on a des logiques de plateforme qui permettent aujourd'hui de repenser de nouvelles transversalités, notamment dans les territoires. Je pense par exemple à Urban Think qui développe des solutions d'aide à la transition énergétique et écologique pour mieux évaluer et décider. Donc ça, cette logique de plateforme, évidemment, il faut la conserver. C'est tout ce qui, finalement, c'est l'armature aujourd'hui de nos réseaux numériques. Je terminerai sur un aspect aussi de responsabilité qui est le financement. On commence à avoir en effet de la finance à impact et ça, je pense que dans le champ du numérique, il faut se l'approprier. Donc nous, on a eu l'occasion de travailler après un chantier pour BPI France sur leur nouveau référentiel d'innovation. On a voulu explorer un peu davantage, avec l'aide d'un banque des territoires notamment, la question du financement à impact. Des projets à impact environnementaux. Et donc là-dessus, comment aujourd'hui on s'est arbitré entre performance économique et performance écologique dans un projet innovant numérique. Donc on commence à avoir des outils, on a des fonds d'investissement qui commencent à se positionner là-dessus, c'est pas suffisant. Et on a aussi des fondamentaux en termes de comptabilité. On parle de plus en plus de la comptabilité triple, où on intègre justement le paramètre environnemental. Et ça, évidemment, c'est un peu le nerf de la guerre. Et je pense qu'en tant qu'acteur du numérique, c'est important qu'on se positionne là-dessus. Merci. Peut-être, du coup, laisser la parole à Maria Tino, puisque vous l'avez sollicité à 2 reprises aussi.
Merci beaucoup et avant tout, avant de pouvoir répondre à votre question, je voudrais tous sincèrement vous remercier parce que nous n'avons pas souvent l'occasion, en fait, nous élus locaux et vous, acteurs du numérique, responsables d'échanger, de débattre. Et je sais ô combien dans mes fonctions, et d'ailleurs je salue mon collègue Abdelkrim Marchali, vice-président développement économique, qui est au premier rang, et nous savons l'un et l'autre ô combien dans nos fonctions nous allons avoir besoin de vous tous dans les années à venir. Et je vais commencer ainsi peut-être ma réponse en précisant qu'en tout cas, au regard des enjeux que je défends, c'est-à-dire les enjeux à la fois de la transition écologique et des innovations qui lui sont associées, ô combien, si nous ne sommes pas vigilants et attentifs les uns et les autres, le numérique responsable pourrait être soit notre meilleur ami, soit notre pire ennemi. Et je pense que le constat qui a déjà été dressé ce matin, en pleine conscience, les uns et les autres, et nous le partageons sans équivoque et sans mettre de sujet sous le tapis, je pense que nous avons tous conscience que nous pouvons travailler ensemble sur la construction d'un outil, d'un numérique responsable au service du bien commun, au service des territoires, au service aussi des enjeux globaux, notamment des enjeux du changement climatique, et non pas basculer comme nous aurions pu le faire peut-être il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans un numérique gadget qui pourrait pour le coup nous précipiter dans ce qu'on appelle dans mon jargon l'effondrement. Voilà, donc c'est mon propos introductif, mais évidemment je suis à votre disposition pour en parler tout au long de la journée et même plus tard. Ce qui me semble important peut-être en guise de propos introductifs, c'est aussi de rappeler que côté métropole, nous avons déjà travaillé avec vous, nous avons déjà mené quelques actions ponctuelles pour travailler sur le numérique responsable et surtout permettre à un certain nombre d'acteurs publics et privés de s'engager dans cette démarche qui est relativement nouvelle. Sortie de votre écosystème d'experts, vous vous doutez bien que dans des collectivités, dans des communes, dans des entreprises, la question du numérique est appréhendée de manière extrêmement fonctionnelle. Elle sert à accompagner le métier, mais elle n'est pas intégrée dans une dimension globale numérique responsable, peut-être à l'exception des entreprises qui ont une politique RSE, mais elles sont très particulières et je les classe jusqu'à présent à part. La métropole de Rouen est une métropole qui s'intéresse très sincèrement et de manière systémique aux enjeux globaux et à son rôle et à sa démarche dans la lutte contre le changement climatique. Lors du précédent mandat, la métropole, pour ceux qui habitent le territoire le savent, nous avons mené une démarche de COP21 locale qui s'inspire des COP internationales avec un travail sous forme de coalition d'acteurs, coalition thématique, coalition d'experts qui ont pour vocation à trouver dans leur domaine de compétences des clés d'action concrètes pour, d'une part, évidemment, atténuer les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire et proposer aussi des clés d'adaptation, puisqu'on le sait déjà, malheureusement, et nous le constatons tous les jours, et l'exemple qui vient d'être cité à l'instant nous prouve que, malheureusement, sur certains éléments du changement climatique, nous ne pourrons pas éviter certains effets, certains impacts, et malheureusement, nous devrons, dans certaines situations, simplement nous y adapter. Donc un travail avait déjà été mené en 2018 à l'occasion de cette fameuse COP21 locale, et nous avions, avec l'aide de l'ADEME, de NWX et de Pôle emploi, que je salue vraiment vivement, nous avons créé une coalition qui a accompagné un certain nombre d'acteurs du territoire, certaines communes membres de la métropole elle-même et certaines entreprises, pour la première fois dans un parcours d'accompagnement, d'une part déjà pour les sensibiliser au sujet, leur faire comprendre de leur impact et puis les emmener un peu plus loin, doter certaines personnes dans leurs équipes, principalement les DSI évidemment, de compétences jusqu'à la certification pour faire en sorte qu'elles-mêmes puissent avoir des pratiques respectueuses ou responsables dans la gestion de leur système et de leur parc informatique locaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il n'est plus tout à fait là. Il faut continuer ce travail. Il faut l'accompagner et le globaliser, le systématiser, l'étendre, le reproduire autant que nous pouvons à d'autres acteurs locaux. Mais je pense que la question maintenant, elle se situe de manière beaucoup plus globale et transversale. Et aujourd'hui, en tout cas, mon vœu en tant que représentante de la métropole, c'est vraiment de me tourner vers vous et de vous dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un phénomène de multicrise. Ça vient d'être dit de manière extrêmement précise. Vous savez que nous sommes confrontés sur la métropole de Rouen à une très forte vulnérabilité face au changement climatique, parce que nous sommes un territoire en vallée de Seine, parce que nous sommes soumis également à l'influence des marées, parce que nous sommes soumis à des épisodes climatiques de plus en plus imprévisibles et extrêmes, parce que nous sommes aussi un territoire avec de nombreux sites Céveso, et donc les accidents tels que celui du 26 septembre 2019 peuvent aussi se reproduire dans les années à venir, parce que nous sommes impactés en plein milieu de ces crises climatiques
technologiques et économiques, nous sommes aussi impactés par la pandémie. Et donc, des phénomènes tout à fait inattendus peuvent se reproduire et se cumuler. Et aujourd'hui, c'est le constat que j'en fais en tant qu'élu, c'est que nous avons sur ce territoire de la métropole énormément de données. Nous avons une capacité à collecter de la donnée et à la stocker qui est absolument incroyable. Par contre, derrière, on ne sait rien en faire. Je m'explique. Moi, en tant qu'élu, quand je demande à avoir une transmission d'informations, de données, pour comprendre mon territoire, voir comment il fonctionne de manière dynamique et essayer de m'accompagner, de m'éclairer dans ma prise de décision, on me transmet des PDF et des tableaux Excel. Et bien moi, des PDF et des tableaux Excel, pour comprendre le fonctionnement et surtout me projeter dans l'avenir sur un territoire de 71 communes et pratiquement 500 000 habitants, je suis désolée, je suis peut-être pas douée, mais je ne sais pas faire. J'ai besoin d'avoir une vision dynamique, d'une version transversale, d'une vision prospective de la donnée. J'ai besoin qu'elle soit colorée, qu'elle prenne forme, qu'elle soit géographiquement représentée et qu'on puisse me dire dans cette temporalité, voilà, Marie, aujourd'hui la situation est comme ça, mais au regard de tel enjeu, dans 10 ans, elle sera comme ça, comme ça. Et c'est en fonction de cette vision dynamique et 3D et colorée de la donnée, de la mise en forme de la donnée, que je vais pouvoir prendre ma décision. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Et donc, je vous regarde tous les uns et les autres, et je me tourne aussi vers ceux qui sont connectés, qui peuvent nous écouter. C'est dans ce sens-là que nous avons besoin de vos compétences et de votre expertise. Et je préférais, autant que possible, évidemment, qu'on puisse faire appel à des compétences locales, normandes, et non pas faire appel à des bureaux d'études qui sont à l'autre bout de l'Europe, parce que là aussi, responsablement, je ne serai pas en phase avec mes idées. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me semble fondamentalement important. Et je pense vraiment que nous avons, notamment avec le Challenge Risk qui a été mené, qui est une première brique qui permet de travailler ainsi, je pense que nous avons moyen de développer de très très beaux outils pour nous accompagner dans nos prises de décision qui pourraient demain croiser la donnée climatique, les données d'émissions de gaz à effet de serre, les données de polluants atmosphériques et aussi avec la donnée urbanistique. Et c'est un sujet qu'on a abordé juste avant la table ronde. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique peut aussi nous accompagner dans nos choix d'aménagement du territoire. Vous vous doutez bien que si la Seine s'élève et que nous devons réfléchir à une autre forme d'aménagement du territoire, il va falloir complètement revoir nos documents de planification, ce qu'on appelle dans nos jargons les SCOT, les PLU, etc. Aujourd'hui, ces documents ne s'assoient pas sur une gestion, sur une vision dynamique du territoire et ne font pas appel aux outils du numérique moderne. Et je pense qu'en cette phase de mandat où nous avons nous-mêmes acté le fait de revoir nos documents de planification pour les adapter au changement climatique, il me semble que nous avons des choses intéressantes à créer ensemble. Voilà, donc c'est une bouteille à la mer. Je vous laisse ensuite la possibilité d'y répondre si cela vous semble justifié. Et puis peut-être aussi préciser en guise d'exemple concret, donc des sujets sur lesquels nous avons déjà avancé, même si je pense que nous pouvons aller beaucoup plus loin, dans un domaine très précis, qui est celui de l'énergie, pour lequel je suis en responsabilité. Nous avons sur la métropole de Rouen, comme toutes les métropoles de cette envergure, il n'y a rien de particulier, nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs pour les années à venir, pour faire en sorte que ce territoire soit le plus durable possible, pour que ce territoire soit une capitale du monde d'après, si tant est que nous soyons en capacité de le faire. Et donc dans ces objectifs, on trouve par exemple la volonté pour le territoire de rénover l'intégralité des bâtiments publics et privés du territoire à un niveau BBC Rénov en 2050. On a fixé l'objectif de devenir un territoire 100% autonome, mais pas vraiment autonome, mais plutôt 100% énergie renouvelable en 2040. 2040, c'est demain. On a rajouté en plus un étage à la fusée il y a quelques mois en déclarant l'état d'urgence climatique sur ce territoire, à savoir que nous souhaitons atteindre la neutralité climatique en 2050. Donc je vous laisse, rien que par ces 3 objectifs qui sont maintenant intégrés dans nos documents, je vous laisse imaginer l'ampleur du chantier, c'est pharaonique. Mais pour pouvoir aussi y parvenir, si je ne garde par exemple que l'objectif 100% énergie renouvelable en 2040, on a besoin de savoir quels sont nos gisements d'énergie renouvelable, quels sont les flux d'énergie qui rentrent, ceux qui sortent, ce qu'on consomme, ce qu'on perd, l'énergie fatale perdue par les sites industriels, celle qu'on pourrait récupérer dans des réseaux de chaleur. Quels sont les bâtiments sur lesquels on va pouvoir faire des opérations de rénovation importantes. Et si on construit un site de production d'énergie renouvelable, à quel endroit est-ce le plus judicieux pour qu'en proximité immédiate, on puisse alimenter des bâtiments de manière à ne pas saturer le réseau de distribution d'électricité. Je pourrais transposer la question sur le gaz, mais c'est moins le sujet aujourd'hui.
Et donc tout ça pour vous dire que donc on souhaite, et on l'a inscrit d'ailleurs dans notre fameux plan climat, construire sur le territoire un cadastre énergétique. Ce sujet est sur la table depuis des ans et on ne sait pas par quel bout le prendre. Alors nos équipes évidemment montent en compétences, se forment, font faire des études, etc. Mais je pense qu'on n'avance pas aussi vite que ce qu'un territoire qui a déclaré l'état d'urgence climatique devrait faire. Et pour pouvoir construire ce cadastre énergétique, là aussi, on a besoin de votre aide. Donc c'est un travail qui est en work in progress et il me plairait assez dans les mois à venir qu'on puisse les uns et les autres en discuter. Et puis peut-être un exemple plus concret, parce que j'ai abordé vraiment la question environnementale à plusieurs étapes, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il n'y a pas de transition écologique sans transition sociale. On ne peut pas demander à des individus qui ne vont pas bien de prendre soin de la planète, et inversement, une planète qui ne va pas bien ne va pas prendre soin des habitants qui l'habitent. Et donc il faut qu'on puisse être à la fois attentif à la transition, mais aussi à l'humain, aux humains que nous sommes et aux humains qui vivent sur ce territoire. Et on sait sur une métropole comme Rouen qu'un certain nombre d'individus ne vont pas bien parce que l'environnement qui nous entoure n'est pas propice à un développement psychologique et physique adapté, parce que certaines personnes sont en situation de non-emploi de longue durée, parce qu'il y a des quartiers qui sont difficiles, où la vie n'est pas toujours très agréable. Et donc il faut vraiment qu'on puisse, nous, collectivités, veiller à ce qu'on s'engage aussi pour le bien commun et pour l'individu. Et je souhaite avec vous que ce travail sur le numérique responsable soit aussi au service de l'humain. Et donc évidemment, la métropole n'est pas la seule, mais on souhaite aussi soutenir les acteurs de la Tech for Good de manière à aller dans cette direction. Donc je pourrais vous citer énormément de sujets sur lesquels on souhaite travailler avec vous. D'ailleurs, une délibération a été prise en ce sens au mois de juillet dernier, lors de la dernier conseil métropolitain avant l'été, avec un certain nombre de sujets qui sont nos fils rouges. Et par exemple, un projet comme le projet Reboot Écosystème, qui permet aussi de récupérer, de reconditionner, de retaper des outils informatiques pour les remettre à disposition de personnes qui ne pourraient pas se doter d'équipements neufs, et donc de donner une deuxième ou une troisième vie à ces équipements, tout en les offrant aussi à des personnes fragiles, sensibles, des jeunes gens ou des personnes en situation de recherche d'emploi. Il me semble que ce sont vraiment des sujets qui nous permettent de concilier ces deux injonctions, à savoir travailler pour l'environnement et travailler pour le bien commun. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Peut-être une petite transition, parce qu'à 2 reprises, vous avez fait référence à la crise. Alors, sans faire Miss Étymologie, ça vient quand même de crisis et de décision. Et la crise, c'est un moment décisif. Alors, effectivement, face à une crise, on peut être bras ballants, mais on peut aussi s'en saisir pour faire quelque chose. Et vous avez parlé de l'humain. L'humain est tonnerre de tout, vraiment. Et on se rend compte que la grande difficulté, c'est que face à un moment décisif, il est parfois difficile de jouer d'esprit critique. Et on est plutôt dans des esprits qui se critiquent. Chacun va prendre positionnement pour différentes choses. Et du coup, c'est pas audible. C'est compliqué d'avancer. Et de faire de ce moment vraiment quelque chose de décisif à l'avenir. On parle beaucoup du monde d'après, ça ne veut absolument rien dire. Le monde d'après, moi j'aime à le continuer en mettant virgule d'après vous. C'est-à-dire clairement, ça se pose en le questionnant. Qu'est-ce qu'on va en faire à notre échelle ? Comment l'interroger ? Et du coup, ça fera le lien, puisque si vous faites bien preuve d'esprit critique avec votre structure, votre entreprise, vous vous saisissez des problématiques et vous essayez d'en débattre pour faire en sorte que le monde d'après soit peut-être un peu mieux qu'avant. Voilà. Oui, en effet, donc on a engagé depuis un peu plus d'une année une évolution de l'entreprise pour qu'elle devienne contributive. Alors, contributive en quoi ? Surtout sur l'aspect environnemental. Et l'environnement, c'est beaucoup de sujets, donc on s'est concentré sur un sujet qui est l'émission de CO2. L'idée est de dire on veut dépasser la neutralité carbone et être positif, c'est-à-dire assurer, donc en gros, plutôt de ne pas être déficitant en carbone, plutôt être bénéfice. Et pour faire ça, le chantier est gros. Alors comment on peut faire ça ? Il faut donc déjà être sensibilisé aux impacts du numérique. Donc c'est les premières étapes qu'on a faites. On est allé se former, on est diplômé sur la partie responsabilité numérique. Et là, on va engager un plan pour être labellisé responsable numérique, dont l'objectif premier, c'est de créer des ambassadeurs. C'est-à-dire, Emmanuel Rattel parlait ce matin, au travers de NWX, on veut créer des ambassadeurs, donc des entrepreneurs qui diffusent la parole. Par effet rebond, nous, on veut créer des ambassadeurs au travers de nos salariés. C'est-à-dire qu'ils soient sensibilisés et qui, après eux-mêmes, font la sensibilisation de leur entourage. Leurs enfants, leurs proches, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, en étant sensibilisé sur l'effet du numérique, on va chercher à diminuer l'effet. Donc du coup, être moins impactant au niveau CO2.
Et on a déjà expliqué ce matin ce qu'il fallait faire, c'est avoir du matériel qui soit plus long en termes d'usage, et puis améliorer aussi la façon dont on conçoit nos logiciels, qui soient moins consommateurs d'énergie. Donc tout ça, c'est beaucoup d'actions à faire. Et après, sur les usages, de manière générale, du numérique dans les entreprises, il y a beaucoup d'actions que l'on peut faire. C'est beaucoup de petites actions qui ont beaucoup de petits effets. Mais 1 + 1 + 1 peut faire beaucoup. Donc évidemment, c'est le stockage des mails. Tout à l'heure, on en a parlé ce matin. Est-ce qu'il est nécessaire de les supprimer? Donc évidemment, le stockage des mails, c'est une partie de la data que l'entreprise stocke. Et de manière générale, il faut donc mettre tout ça sous forme de gouvernance et dire quel est mon volume de data que je stocke et est-ce qu'il est nécessaire de stocker tout ça, tout ce volume de données? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'en archiver un certain nombre? Et surtout la localisation. Juste pour information, le transport de la donnée coûte beaucoup plus cher que son stockage. Et plus la donnée est stockée loin, et plus son transport coûte cher. Évidemment, nous, beaucoup d'entreprises, on utilise maintenant les clouds pour stocker l'information, et bien souvent, elle est stockée très loin. Et donc, dans ce mode de gouvernance, c'est de dire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de stocker la donnée opérationnelle, collaborative, en effet dans les clouds, parce qu'il y a un réel intérêt qu'elle soit stockée ici. Par contre, toute la donnée qui est vieille, pourquoi pas la stocker localement, plutôt chez nous, en fait, dans des data centers qui seraient plus locaux. Donc ça, c'est des réflexions. Après, il y a l'aspect, évidemment, consommation d'énergie de manière générale sur les réseaux. Pourquoi est-ce que les éléments réseau fonctionnent le week-end, par exemple? On peut se poser la question, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de les éteindre? Donc tout ça, c'est un plan d'action qu'on va mener pour être labellisé numérique responsable, dans le but justement d'être fortement sensibilisé. Et nous-mêmes, si on est sensibilisé, donc créateur de logiciels, on pourra donc aussi sensibiliser nos clients et leur proposer aussi une autre façon de concevoir les logiciels. Tout à l'heure, je parlais de créer nos salariés en tant qu'ambassadeurs, c'est-à-dire qu'on a vu les chiffres, le numérique, c'est à peu près 5% du CO2. Après, entre l'usage et l'achat, donc le matériel coûte ça coûte à peu près 70% en fait du CO2 sur ces 5%. Donc l'usage est donc 30%. Après, la répartition entreprise individuelle, c'est à peu près 50-50. Donc ça veut dire que quand même, en tant qu'individu, on vient donc consommer 50% de 30% d'usage sur les 5% du CO2. Donc ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Et donc là, il faut donc sensibiliser notre entourage sur l'usage du numérique. Et la vague arrive en fait. La vague arrive, ce sont les nouvelles générations. Tout à l'heure, je disais, c'est très consommateur, le transport coûte cher. Et en plus, le mode d'accès coûte cher. C'est-à-dire que ça consomme beaucoup plus d'énergie d'y accéder par du réseau téléphonique que par du Wi-Fi. Donc ça veut dire qu'en conclusion, et je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est récupérer de l'image, de vidéo avec mon téléphone, alors que je ne suis pas connecté en Wi-Fi, coûte très cher. Très, très cher. Et donc, il faut sensibiliser nos jeunes à moins le faire. Alors, ça veut dire quoi? C'est très, très compliqué, ça. Ça veut dire plus de réseaux sociaux quand je ne suis pas en Wi-Fi. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pendant que je m'ennuie ici, je ne fais pas de réseau social. Quand je suis chez le dentiste, je ne fais pas de réseau social. Etc., etc. Donc c'est très compliqué. Et nos jeunes, quand ils sont en balade, tu fais plus de TikTok, etc., pour converser avec tes amis. Donc évidemment, c'est compliqué. C'est contraignant. Là. Et c'est très contraignant. Ouais. Donc autant mettre en place un règlement intérieur dans une entreprise, on l'accepte, on l'écoute, etc. Autant mettre en place un règlement intérieur au foyer, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et pourtant, la vague arrive, elle est là. En fait, c'est l'usage du numérique par les jeunes, qui consomment à longueur de journée de l'image, de la vidéo avec leur téléphone. Donc voilà, donc, nous, en tant qu'entrepreneurs, on essaye donc de semer la petite graine sur l'usage interne, sur nos salariés, en espérant qu'il y ait l'effet de ruissellement, donc, ce que M. Macron a cherché à faire, et je ne sais pas s'il a réussi à le faire, mais en tout cas, nous, on cherche à le faire au niveau de la responsabilité numérique. Voilà. Merci. En fait, c'est vrai que ça rebondit sur l'idée que le poison est moins dans la chose que dans la dose. Et là, on est vraiment dans cette question d'usage de ce que je vais en faire. Ça pose toute la question de l'éducation, on en parlera tout à l'heure, mais de l'éducation numérique. Et c'est vrai que c'est intéressant, l'information. En fait, souvent, on peut se sentir coupable, mais on n'est même pas informé des conséquences de ce que l'on fait. Donc ça pose la question de la formation et de l'information à ces outils qui prennent une place dans nos vies absolument exponentielle. Donc il y a vraiment un souci au long cours d'accompagnement. Je vous remercie pour ces regards. Ce que je propose peut-être, je ne sais pas si c'était prévu, on va le faire spontané, je me dis que ça peut peut-être être intéressant que les questions viennent de vous.
Voilà, si vous en avez. Et voilà, ce sera un petit peu plus... Alors, je ne sais pas où était la personne qui avait le micro. Là. Oui, désolée, du coup, c'était pas... Ça me paraît plus intéressant. Ah bah, Emmanuel, du coup, merci. Bonjour, je suis Emmanuel. Enchanté. Grand merci. Grand merci. Quand on a vu le casting de cette table ronde, je savais qu'il se passerait quelque chose. Je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Merci Denis, merci Vincent et merci Marie et merci Abdelkrim d'être là aussi. Marie, tu es la première élue sur la scène du Summer Festival. Ça, c'est pas neutre. Et ce que tu nous as donné ce matin, c'est ce qu'on cherchait. La vision, les enjeux. Dans le discours introductif, je faisais référence à Sandrine Roudot et pourquoi cet événement sur la conscience. Alors, en toute bienveillance, avec un peu d'amitié, je vais te poser une autre question qu'a posée Sandrine Roudot lors de cet événement. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur du privé qui veut aller vite, pourquoi on attend 20 ans? Pourquoi on se donne 20 ans? Parce que je crois, quand il a fallu abolir l'esclavage, on n'a pas attendu. Waouh, la patate chaude. C'est bien. Eh ben, écoute, je suis ravie d'être la première parce que de toute façon, je suis souvent la première dans plein de sujets. Donc, c'est super. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je ne suis pas une élue encartée, je suis une élue militante. Voilà, c'est mon premier mandat. Et jusqu'à présent, j'étais représentante d'ONG et je défendais la cause climatique dans des ONG avant de faire mon entrée dans la politique. Alors, un peu fracassante pour certains, mais c'est pas grave. C'est une entrée en pleine conscience. Je te rejoins, Emmanuel, et je pense que je rejoins pas mal de gens qui sont dans la salle. Pour nous aussi, et je me tourne vers Abdelkrim, on est des gens qui voulons aller vite parce qu'on a conscience de l'urgence de la situation, parce qu'on regarde tous les jours comment on vit notre territoire, on voit qu'il ne va pas bien, et on voit que le monde global dans lequel ce territoire est posé ne va pas bien non plus. Et donc on a cette envie d'aller vite, et on est d'autant plus conscient qu'on a sur la métropole de Rouen en plus l'accompagnement d'un GIEC. Donc là on passe encore dans un autre univers, celui des scientifiques sur le climat, sur l'eau, sur l'énergie, sur la qualité de l'air, sur la santé, sur l'économie, qui nous envoient très régulièrement des rapports avec des post-it rouges dessus. On a attention, ça va pas. Et donc on a cette volonté, nous, d'avancer très très vite et de faire appel à vos compétences. Le problème, c'est que, mais ce n'est pas propre à la métropole de Rouen, c'est qu'on est quand même dans des territoires, dans des échelles de territoires qui sont très lourdes et qui sont complexes. Et donc c'est vrai que sur la métropole de Rouen, mais je le dis de manière extrêmement libérée, il n'y a aucun problème, j'ai aucun tabou à le dire, parfois aussi pour nous politiques, les choses ne vont pas assez vite. Et elles ne vont pas assez vite, non pas parce qu'il y a un manque de volonté, non pas parce qu'il y a un manque de conscience, mais parce que la structure collectivité, l'institution n'est pas taillée pour ça. Elle n'est pas faite pour courir au galop. Elle n'est pas faite pour faire de la compète. Elle est faite pour avancer à un rythme sécurisant où chaque élément est validé, contrôlé, sécurisé. Sauf qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça ne marche plus. Il faut qu'on aille vite, il faut qu'on prenne des risques. Et oui, en prenant des risques, et oui, en faisant le pari de l'innovation et de l'expérimentation, par moment, on va se casser la figure. Mais c'est ça la survie aussi. C'est quand on fait de l'adaptation, les espèces qui ont survécu avant nous et qui font qu'aujourd'hui on est là, elles ont pris aussi des risques. Alors des fois c'était gagnant-gagnant, et puis des fois c'était perdant. Mais je pense qu'aujourd'hui, et c'est notre rôle aussi en tant qu'élus, et on sait ô combien aussi notre président nous aide dans cette mission, c'est aussi de faire évoluer certains carcans internes propres à la structure, à l'institution dans laquelle nous évoluons. Il faut qu'on l'aide à s'émanciper, à s'ouvrir. Alors, il faut trouver un juste équilibre. On est comme tout à l'heure sur la question du numérique. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut qu'on trouve ce juste équilibre. Il faut qu'on aille plus vite et qu'on se libère de certaines contraintes en acceptant de prendre des risques. Et en même temps, il faut qu'on continue quand même à prendre soin de cette métropole et à vérifier, sécuriser l'institution pour pas non plus que demain les dépenses explosent ou qu'on prenne des décisions comme ça sans qu'elles soient validées par les personnes responsables de tout ça. Voilà. Donc ma réponse, j'espère, est la plus honnête et la plus libre possible. Mais en tout cas, on y travaille. Mais je pense aussi que votre rôle aussi de venir frapper à notre porte et aussi d'avoir l'audace. C'est un mot très important par les temps qui courent, d'avoir parfois l'audace de dire, écoutez, là, ça ne va pas. Vous avez clairement identifié un besoin, nous, on a la réponse et ça ne marche pas. Et le fait que vous soyez aussi, vous, à la porte, en train de frapper, en disant, hey, là, ça ne marche pas,
nous aussi, élus locaux, ça nous aide. Je ne vous raconte pas à quel point je vais avoir des problèmes après vous avoir dit tout ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe une étape et qu'on ait le courage de prendre chacun nos responsabilités. J'ai aucun mal à les prendre. Voilà. Une autre question ? Oui, bien sûr, bien sûr. Votre prise de position appelle pour moi une réaction. Ayant travaillé une dizaine d'années sur un programme qu'on avait intitulé Innovation démocratique, TIC, on avait pu constater combien les temporalités dans la chose publique sont importantes et que les temporalités de l'élu sont différentes de celles de l'agent et de celles du citoyen. Notre responsabilité aujourd'hui aussi, c'est de savoir construire des systèmes d'information multi-acteurs, parce qu'on est encore dans des univers qui sont très verticaux. Moi, j'ai lancé il y a 15 ans le Carrefour des possibles, c'était pour décloisonner notamment les univers et pour avoir un moment de ma vie approché de près le fonctionnement d'un parti politique sans en être, j'ai pu constater en effet les temps qui s'additionnent les uns aux autres. C'est-à-dire que la décision politique, même à l'intérieur d'un parti, c'est déjà toute une temporalité. Alors vous imaginez ensuite avec d'autres partis et ensuite avec la population, avec les technostructures. Tout ça, c'est très long. Et comment, en effet, on peut envisager un numérique qui permette, sinon de raccourcir, en tout cas de fluidifier les processus. Et je pense qu'en termes d'exercice de la démocratie par le numérique, on est au début de l'histoire, même si ça peut paraître déjà d'histoire ancienne pour certains. Et donc, moi, je fais partie de ces acteurs, en effet, des débuts du numérique qui ont eu l'intuition que le numérique pouvait nous envisager de redéfinir la société sous des angles plus coopératifs. Alors aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins et le bilan, il est un peu mitigé. Et en effet, l'espace public, il est plutôt occupé par les réseaux sociaux et par des monologues que par des dialogues. Mais ça ne veut pas dire que c'est plié. Je pense qu'aussi, il faut interpréter cette prise de parole désordonnée et égotiste sur les réseaux comme un apprentissage de la part d'un grand nombre de gens qui n'ont jamais eu la parole et que nous, finalement, on est un peu plus entraînés que les autres. Mais donc, à nous, raison de plus de construire ces systèmes, ces espaces de dialogue qui permettent d'avancer. C'est pas simple. Moi, j'aime beaucoup dire il n'y a de dialogue de sourds que de monologue de sots. D'où l'importance de faire un peu un saut de la pensée pour pouvoir prendre de la hauteur sur la situation et échanger. Très souvent, on a beaucoup de mal à converser. Bon, je suis fait un petit plaisir perso, là. Désolée. J'ai senti un regard senti. Je vous laisse... Non, c'est pas... Non, c'était... C'est pas grave. Est-ce qu'il y a une question pour me sauver, éventuellement ? Contribution ? Ouais. Oui, peut-être pour rappeler un élément que je n'ai pas évoqué dans mon intervention, mais et je m'adresse à vous tous, mais aussi à ceux qui sont en ligne. Ils peuvent éventuellement nous suivre à distance, mais compte tenu des éléments que j'ai exprimés tout à l'heure sur la configuration de ce territoire, qui est un territoire avec une industrie ancienne, qui commence à avoir pas mal de bouteilles, des entreprises vont rester sur le territoire implantées, et c'est une bonne chose. D'autres, parce que c'est le sens de l'histoire, à un moment, vont partir. Elles vont fermer, parce que c'est le sens de l'histoire. Et donc, vraiment, on essaye, nous, de faire en sorte de constituer l'écrin propice à l'arrivée d'entreprises qui représentent l'avenir, qui portent l'avenir, les entreprises de la tech for good, les entreprises du numérique responsable, les entreprises de la transition écologique, de la chimie verte, de la décarbonation, de l'électromobilité, enfin, voilà, tous ces sujets, on se bat tous les jours pour faire en sorte que ces entreprises viennent s'implanter. Parce qu'encore une fois, il faut que cette transition se fasse la plus douce possible. Et donc, si un monde est en train de disparaître, il faut qu'un autre émerge. C'est comme les forêts, voilà. On ne coupe pas des arbres pour les couper. On coupe des fois des arbres en forêt, on fait de l'éclaircie pour permettre à d'autres arbres de naître et d'apparaître. Et je pense qu'il faut qu'on travaille vraiment sur cette vision-là. Et donc, vous êtes les bienvenus.
D'autres partages? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde très intéressante. J'ai une réflexion à vous proposer qui se base sur la transformation numérique. On sait dans la transformation numérique, et notamment concernant les entreprises, qu'on fait la différence entre numérisation et transformation numérique. Numérisation, ajouter des pansements de digital, entre guillemets, à l'entreprise, alors que la transformation numérique, c'est repartir d'une feuille blanche et se dire comment on aurait fait actuellement. Est-ce que sur le sujet écologique, vous ne pensez pas qu'on est plutôt dans l'écologisation plutôt que dans la vraie transformation écologique? C'est joliment dit. Vous battez pas? Ouais. C'est clair que la transformation, c'est toujours plus difficile parce que ça remet en question. On le voit sur le télétravail, effectivement, qui est au croisement, en effet, d'une transformation numérique et d'une écologisation. Si en articulé avec le télétravail, il n'y a pas de réorganisation de l'entreprise, ça n'a pas de sens. Et ça même, ça génère des effets pervers. Donc, cette conscience écologique, je pense que Tristan a bien œuvré ce matin pour qu'on aille dans le dur. Pour avoir travaillé cette année passée sur la question des crises, j'ai constaté aussi, enfin c'est pas nouveau, hein, mais que l'être humain ne bouge que par nécessité. Et c'est en cela que les crises sont utiles. C'est là qu'il faut les voir comme des contraintes créatives. Donc, on fait pas, en effet, on va pas faire de l'écologie pour de l'écologie. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça, et je reviens sur les vecteurs des normes comptables et financières. Pour moi, c'est la mère des batailles. C'est-à-dire que si on ne change pas les fondamentaux en termes de comptabilité analytique, en termes de critères de financement, tout ce qu'on raconte là, c'est de la fioriture. Parce que notre civilisation aujourd'hui est structurée par ces repères comptables et financiers. Donc c'est là aussi que notre responsabilité, c'est de peser pour que les normes comptables évoluent. C'est un chantier qui est à l'œuvre, hein, mais on aimerait entendre un peu plus les banques centrales là-dessus, même si elles s'y mettent, hein, parce que je crois que la Banque centrale européenne a créé un groupe sur les enjeux environnementaux il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je dirais que c'est indissociable en effet de ce socle financier. Moi, j'ai parlé d'un autre sujet en fait, qui n'a rien à voir avec la question. C'est juste pour conclure par rapport à ce que je dis tout à l'heure, parce que tout à l'heure on a dit qu'on avait cherché à devenir contributive et évidemment qu'on va être excédentaire, bénéficiaire excédentaire, je ne sais jamais trop comment présenter les choses, en tout cas on va générer du CO2, ça c'est clair à travers notre activité, même si on cherche à en faire moins. Et il n'y a pas d'autre solution que de faire du rachat, en fait, du rachat de CO2 sur des projets qui fait de la séquestration de CO2. C'est le seul moyen pour l'instant d'équilibrer la génération de CO2. Et du coup, la question, c'est mais sur quel chantier de séquestration on s'engage? Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est les chantiers qui privilégient aussi la biodiversité. Parce qu'on parle de conscience numérique, mais je pense que la conscience du vivant est encore plus importante que la conscience numérique. La destruction de la biodiversité, c'est une vraie catastrophe, en fait. Et je pense que la vague est encore beaucoup, beaucoup plus grosse. Oui, ça souligne l'importance, je reviens un petit peu, mais l'importance du diagnostic lucide
Et c'est vrai on parle de conscience numérique, mais finalement c'est un bocal à l'intérieur. Si on voit les matrioshkas, on voit qu'il y a plein et les poupées russes, il y a plein de problématiques qui sont contenues dans d'autres problématiques. Et si celle du haut n'est pas du tout résolue, on n'en a pas conscience, et forcément celles qui sont contenues non plus. Mais du tout, je trouve quand même que ça touche à quelque chose pour le coup de très philosophique, qui est quand même l'art de savoir se remettre en question, de sortir des sentiers appris, parce que c'est ça aussi, se remettre en question pour se transformer, formation, il faut vraiment sortir des sentiers appris. Et c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Se mettre en doute, c'est hyper compliqué. On parlait de la nécessité, et ça, c'est assez passionnant. Quand il y a un doute subi, il y a une nécessité de rebondir. Comment on peut cultiver, sans avoir à subir, un doute méthodologique, qui n'attende pas de subir une situation, pour pouvoir finalement repenser les choses. Et Alain disait brillamment, le doute est le sel de l'esprit, on va bientôt passer à table. Du coup, c'est assez opportun d'en faire mention. Mais je crois que derrière tout ça, il y a quand même l'idée fondamentale de savoir se remettre en question. L'air est au questionnement. Et avant de se remettre en question, faut-il encore mettre en question. Et comme on le fait dans des comités de réflexion, où on va poser les bonnes questions. C'est, me semble-t-il, un sujet d'avenir. Voilà, alors, je ne sais pas si on en a fini. Je me dis qu'en tout cas, en tant que gardien du temps, on y est. Il est 12h27, c'est parfait. Donc on peut peut-être clôturer et puis ouais, Yévine, pardon, excusez-moi, une question. Ne me faites pas trop déborder. Ça va être très rapide. Bonjour, je suis Sita Fadia, je suis le directeur de la Normandie Web School. Donc j'ai entendu deux choses. Conscience, la vague qui arrive, transformer, trans et former. Tout à fait. Nous, on va former la vague qui arrive. Donc la vague qui arrive, si j'ai bien compris, ce sont les jeunes qu'il faut conscientiser. Alors, c'est le numérique responsable. Donc à la Normandie Web School, avec les acteurs qui sont là ici, nous voulons former ces jeunes-là pour qu'ils soient conscients de ce qui arrive, puisque c'est eux qui arrivent de toute façon. Donc, faire des formations, et dans ces formations du numérique, faire à ce que ce numérique-là soit responsable. Donc voilà, c'était juste un témoignage. Merci. Merci à vous. Bien sûr, allez-y. Merci d'avoir porté la parole de la formation, et notamment des formations initiales, et j'y suis sensible en tant qu'administrateur d'un CFA des métiers du numérique. Et là-dessus, je voudrais aussi, et ça c'est notre responsabilité, pointer que la conscience, ça se construit dans la confiance. Et qu'aujourd'hui, l'autre jour sur LinkedIn, je voyais une chasseuse de tête qui se plaignait parce qu'elle avait plein de clients qui demandaient des responsables RSE et qu'elle n'en trouvait pas. Et la responsabilité, c'est aujourd'hui faire confiance aux jeunes et ne pas exiger qu'ils aient 5 ans d'expérience dans des domaines qui sont totalement émergents, qui sont bardés de diplômes alors qu'ils peuvent avoir des expériences sociétales, associatives, etc., qui sont beaucoup plus utiles. Et donc, la responsabilité des entrepreneurs aujourd'hui, des chefs d'entreprise, c'est d'embaucher des jeunes sans expérience et qui vont construire leur expérience en organisation. De toute façon, dans un domaine, dans un monde qui est totalement en mutation et incertain, qu'est-ce que ça veut dire que d'embaucher des gens qui ont 5 ans, 10 ans d'expérience? Donc là-dessus, ayons confiance dans les jeunes. Et ça, là, il y a quand même un gros problème en France. Et ça, c'est notre responsabilité. Merci. Merci à tous. Je suis obligée de conclure avec transformer. Transformer, prendre de la hauteur pour les rendre davantage auteurs. C'est peut-être ça le défi. Merci à tous. Merci.